Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous et donc dans cette vidéo en fait tout simplement je vais partager avec vous l'interview de Chris Carroll. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je vous laisse directement découvrir l'interview tout de suite. Donc voilà, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas un petit peu ton parcours rapidement? Oui, donc je m'appelle Chris Carroll, j'ai 37 ans, j'habite à Nancy, j'ai bougé un petit peu partout en France. J'ai commencé la magie, j'avais 9 ans, j'étais au club de Menton, donc j'étais tout petit, j'étais un tout petit enfant. Et donc voilà, j'ai parcouru en fait tout un parcours qui est classique, on va dire, avec un club de magie où tu fais tes premiers passages, etc. La première fois où je suis monté sur scène, j'avais 13 ans. Et voilà, et ça m'a plu, ça m'a vraiment passionné. J'ai eu, en fait, comme mentor, en fait, des gens qui faisaient beaucoup de mentalisme. Et donc, c'est vrai que je me suis plus facilement orienté vers le mentalisme. Et en fait, la personne qui m'a donné envie d'apprendre la magie, etc., pratiquait déjà l'hypnose quand j'ai connu. Et donc, depuis tout petit, j'ai été en fait passionné par l'hypnose. Et je dis toujours en magie, tu as cette partie où tu as des techniques en fait que tu apprends, que tu maîtrises, etc. Et après qui vont être redondantes entre guillemets, voilà, que tu vas pouvoir adapter pour tel ou tel tour, etc. Alors qu'en hypnose, tu as encore cette partie de mystère, si tu veux, qui fait que les choses et les réactions du public, des spectateurs, des sujets qui sont sur scène, sont souvent différentes. Donc, tu as toujours une part de nouveauté, de petit plaisir quotidien, en fait, qui est là. Voilà ce que je peux dire sur moi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai ouvert la boutique de la magie il y a 5 ans maintenant. Voilà, on a décidé de créer notre propre gamme de produits en collaboration avec Philippe Molina, que tu avais interviewé il y a quelques temps. Et donc voilà, donc, en fait, on fait notre petit bonhomme de chemin pour faire avancer les choses de notre côté et puis pour créer des choses on n'invente rien dans un sens où aussi le DVD sur l'hypnose, celui que j'ai fait, il y avait rien eu de similaire, on va dire, et de semblable réellement en produit. Il y avait 2 DVD qui existaient, mais que voilà, il y avait un manque sur le sujet. Ça veut dire quoi cette petite souris? je, je souris, c'est tout. Il y avait un manque pour moi sur le sujet, donc voilà, on a voulu vraiment faire quelque chose de plus approfondi. Après, moi, je vis de l'hypnose quasiment à 100%, donc bon, après, j'ai la boutique, j'ai les prods, mais voilà, c'est vraiment mon cheval de bataille et mon métier à part entière, quoi. Après, bon, j'ai un spectacle de grandes illusions, une magie interactive avec mon épouse, mais voilà, c'est vraiment l'hypnose qui me fait vivre, on va dire. Donc du coup, ouais, aujourd'hui 100% en fait, bon, c'est magie, t'es pro. Ça a toujours été comme ça ou tu t'es lancé un peu Non, plus non, tard? non. Non, en fait, moi, j'ai commencé réellement à travailler dans la magie, j'avais 18 ans. J'avais été voir une boîte d'événementiel, j'habitais à Strasbourg à l'époque. J'avais été voir une boîte d'événementiel en disant, bah voilà, je suis magicien, ok, bah montre-moi ce que tu sais faire. Et je faisais du close-up pour cette boîte-là. Et puis bah, de fil en aiguille, donc je bossais à côté parce que bah, quand tu te lances en tant que pro, bah, tu ne gagnes pas forcément ta vie au départ, hein. Euh, je bossais à côté en tant que commercial. Et puis, bah, de fil en aiguille, dans la boîte où je bossais, je faisais de plus en plus de choses. Donc, comme je faisais un peu de commercial, j'ai fait du commercial pour la boîte, etc. Donc, en fait, je me suis retrouvé un peu l'homme à tout faire dans cette boîte d'événementiel. Je faisais voilà, aussi bien de l'animation micro, je faisais de l'animation de soirée dansante, DJ, etc. Mais voilà, toujours voulant rester dans la magie. Et en fait, au bout d'un moment, à force de trop faire plein de choses, je me suis écœuré presque de mon métier. C'était assez drôle, assez bizarre d'ailleurs. Et en fait, j'ai arrêté pendant quelques années, pendant 5 ans, j'ai plus fait de magie du tout. J'en faisais pour moi, mais voilà, plus professionnellement parlant. Donc, je faisais beaucoup de commercial, j'avais des postes à responsabilité dans le commerce. Et en fait, quand j'ai quitté mon dernier poste dans le commerce, je me suis dit non, il faut que je revienne à ma passion, à ce que j'ai réellement envie de faire. Donc, j'ai ouvert la boutique, j'ai repris des close-ups, j'ai repris mes spectacles, etc. Pour avancer dans tout ça, quoi. Ouais, parce que J'avais repris. des fois en Oui. fait c'est, enfin,
on me l'a déjà dit, c'est, mettons, voilà, je veux pas faire que ça parce que j'ai peur de m'écœurer en fait et de faire ça comme obligation et plus Mais comme après, passion, quoi. ça va dépendre parce que tu vois, par exemple, moi, d'aller faire des restaurants en close-up, perso, ça me fait pas rêver. J'ai des potes hein, qui le font, etc., qui sont toutes les semaines dans un resto et ainsi de suite. Moi, le côté être tout le temps au même endroit, euh, tu vois, j'ai l'impression d'aller au boulot à l'usine. J'exagère en disant ça, mais voilà, ça me fait pas rêver, ça me fait pas kiffer. Donc j'en fais très très peu. Je fais du close-up où j'en fais beaucoup, mais très très peu dans des endroits récurrents, tu vois. C'est vraiment plus le côté événementiel où tu changes d'endroit, voilà. Et ça, c'est plaisant, quoi. Et là, tu t'écœures pas parce qu'en fait, c'est des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des nouveaux. Tu vois, quand on va installer le spectacle, par exemple, d'hypnose, on va l'installer à différents endroits, donc c'est jamais les mêmes infrastructures, c'est jamais les mêmes. Là, on va faire un gros exercice de style. Au mois de décembre, en fait, on va jouer pendant tout un mois au même endroit. Alors c'est super parce que ça va être pour le spectacle de magie, ça va être super parce que ça va nous permettre d'avancer sur le spectacle d'une façon extraordinaire, dans le sens où quand tu joues tout le temps, quand tu joues 25 fois ou 30 fois au même endroit, bah, tes positionnements sur scène, bah, ils sont au bout des 30 fois et bien d'avant, normalement ils sont calés vraiment au poil, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir un travail de fond sur un spectacle qui est très intéressant. Ouais, et du coup, quand tu parles d'installation, moi, c'est une question que j'aurais pu poser plus tard, mais je vais te la poser maintenant. Euh, Même si forcément tu demandes par exemple au client par rapport on va dire aux conditions que tu dois avoir, aux exigences que tu as et enfin les conditions que tu dois avoir, est-ce que ça t'est arrivé de ben, par exemple pour un spectacle où il faut quand même un petit peu de place, on te disait ben voilà, c'est l'endroit, mais en fait c'est pas du tout adapté une mauvaise surprise en fait. Ça arrive souvent, les mauvaises surprises. Si on prépare ce métier, si on avait toujours les conditions idéales. Déjà, d'un point de vue technique, moi j'ai fait le choix d'être autonome. C'est-à-dire qu'en fait, je me déplace avec mon ou mes techniciens selon le lieu, avec mon son, avec ma lumière, systématiquement. Donc, on a un camion qui est rempli de matériel et on se déplace justement parce que trop de fois, on a eu le coup de dire oui, oui, mais c'est sonorisé. Et quand tu arrives, non, tu n'as pas une sono faite pour 300 personnes ou 400 personnes, donc non, c'est pas sonorisé. Donc voilà, nous on se déplace avec notre matos. Après, effectivement, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé dans un camping parce que bah, les étés, j'ai une tournée dans le Var sur les campings. Je demande une scène de 6 mètres par 4 minimum. C'est vraiment le strict minimum. J'arrive, la scène, elle faisait 2 mètres de profondeur sur 4 mètres de large. Euh, Forcément, tu es obligé de t'adapter, tu n'as pas le choix, de toute façon, tu dois jouer, Oui, oui. donc tu n'as pas le choix. Donc autant en hypnose, ça va, parce que voilà, tu joues sur l'humain et tu arrives à te dépatouiller, entre guillemets. En magie, bah, ça devient beaucoup plus compliqué dès que tu rentres avec des grosses boîtes, Ah ben ouais. parce que, bah, il faut de la place pour tourner autour, quoi. Oui, et puis même en plus, enfin, il faut vite s'adapter parce que si tu as, mettons, tout écrit, mais par exemple les déplacements ou des trucs comme ça, ou déjà que tu peux pas, enfin, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Ah bah oui, tu t'en chies un peu plus, mais bon, après ça fait partie du boulot, on le sait, et je veux dire, tous ceux qui bossent, tous ceux qui bossent et qui font vraiment qui font du spectacle et qui en font régulièrement, on a tous eu des déboires et Oui, on a tous notre lot de conneries à raconter, d'anecdotes, etc., quoi. ouais, mais c'est des choses que je veux rajouter parce que je l'ai pas fait, mais peut-être on verra ça par la suite. C'est par rapport aux anecdotes, si jamais il y en a qui voudront partager, mais on verra ça tout à l'heure. Juste du coup, tu as parlé que tu avais ouvert la boutique ben, pour te remettre, entre guillemets, à la magie. C'était pas, c'était pas pour me remettre. Je m'étais déjà remis depuis très longtemps. L'hypnose aussi, ça faisait longtemps que j'en faisais. Mais j'avais vraiment envie, si tu veux, la boutique, quand je l'ai ouverte, c'était un rêve de gosse. Ok, non, mais voilà, j'allais Euh, te demander pourquoi tu as ouvert cette boutique en fait. Bah, tu sais, quand moi j'étais gamin, j'ai vécu bon, une partie de mon enfance à Strasbourg et une partie à Nice. Mais à Strasbourg, il y avait Jean-Pierre Hornecker avec Magix, qui a été mon premier magasin de magie, je pense comme beaucoup de magiciens de ma génération.
où j'épluchais le catalogue soigneusement tous les mois et je l'attendais, etc. Et c'est vrai que c'était bandant, quoi. C'était kiffant de voir ça. Et je me suis dit un jour, tiens, j'aimerais bien avoir un magasin de magie parce que voilà, c'est un petit rêve d'enfant. Voilà, c'est un petit lieu, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert la boutique la première année, pour moi, je ne m'attendais pas à ce que la boutique fonctionne, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai ouvert une boutique sans vouloir que ça fonctionne. Non, en fait, j'ai ouvert la boutique en me disant, voilà, ça me fera un bureau pour mon côté spectacle, etc. Parce que bah, tout le monde le sait que quand tu as pignon sur rue, bah, fatalement, tu assois ta crédibilité vis-à-vis des clients et ainsi de suite. Et j'ai dit, voilà, ça me fera mon bureau pour travailler. Et puis, bah, voilà, je vendrai un peu de matériel de magie. Sauf que, bah, en fait, la première année, j'ai vu qu'il y avait réellement un manque dans la région et ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai acheté beaucoup de stocks, euh, etc. Beaucoup de produits qui ont fait que, voilà, que la boutique a pris beaucoup plus de place et a pris énormément de place dans ma vie, en fait. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant la boutique. Là, aujourd'hui, on est en train de voir pour la réduire un petit peu, mais c'est pas la fermer, c'est vraiment rester sur du produit français, rester sur du consommable, sur nos productions, sur tout ça, et voilà, et mettre un peu de côté tout ce qui est trucs de consommation américains. On en parlait tout à l'heure un peu en off, quoi, mais tous les produits de consommation américains qui ont des produits qui ont une courte durée de vie. Et ça, c'est pas ce que je recherche en fait. Oui, bah après, les produits américains ont une courte durée de vie, mais les français aussi, si c'est pas, on va dire, porté par les boutiques, en fait. C'est ça le problème, parce qu'il y a un roulement qui est tellement important que... Je pense que ça dépend du produit. Après, pour connaître bien le sujet en termes de création, l'inconvénient, c'est que, tu vois, par exemple, on a sorti OmniTool. Si je prends l'exemple d'OmniTool qu'on a sorti avec Julien, il y a eu un engouement extraordinaire sur ce produit. Au départ, avec Julien, on ne savait pas trop si on en faisait 300, 500, 1000, etc. Et Julien, il aime bien les petites séries, le côté un peu élitiste. Et au départ, on a dit, on ne va pas le vendre aux autres boutiques, on va le garder que pour nous. Et quand on a lancé la prévente, j'ai dit à Julien, écoute, si on en vend 50, c'est le bout du monde. Et en fait, en un rien de temps, même pas un mois, on en a vendu plus de 150. Ce qui était énorme en fait. Et après, effectivement, on a eu tellement de demandes des boutiques qu'on a accepté d'alimenter quelques boutiques avec qui, voilà, on a des bonnes affinités. Et donc voilà. Mais en fait, ce produit est arrivé très rapidement en rupture de stock. Mais après, c'était un choix pour nous stratégique de ne pas le ressortir. Oui, Après, je ne suis pas sûr que ce soit trop. Alors, il y a deux écoles. Soit tu vas avoir un produit où tu sais que tu peux avoir de la profondeur, dans le sens où si on prend par exemple l'ABC des cartes ou l'ABC de l'hypnose, ou bref, ou les produits qui vont sortir plus tard, c'est des produits où on sait que il y aura toujours de la vente de ces produits-là parce que ça reste on essaie que ça soit en fait entre guillemets un produit de référence. Après, tu as du produit consommable comme OmniTool, comme Alice, par exemple, qui avait été sorti par Julien aussi, etc. Où ça a une durée de vie qui est relativement courte. Tu es bien placé pour le savoir avec Unload, par exemple, voilà, où tu as vu, en fait, entre guillemets, le potentiel du marché. Si tu restes sur un marché français, moi, j'estime toujours le marché français à 300 exemplaires. Dès que tu as dépassé les 300, c'est déjà un très bon produit, quoi. Mais après, tu vois, par exemple, Châtelain, si on prend l'exemple de Châtelain avec M-Case, qui est pour moi, sincèrement, un de ses meilleurs produits qu'il a pu sortir. Après, je sais très bien qu'en termes de fabrication, etc., c'est un boulot monstre pour lui. C'est un boulot monstre. Moi, quand j'avais sorti Ghostcard, là, on n'en a plus, et heureusement, parce que c'est une plaie à fabriquer. Voilà, c'est un boulot monstre en amont pour pas grand-chose finalement au final, parce que tu as trop de stock derrière. ouais. Après, ça, c'est la gestion d'entreprise. Oui, voilà, ben oui, après il y a tout à voir, mais ouais. C'est sûr que sur des choses où il y a de la fabrication, et si on veut avoir une certaine qualité aussi de fabrication et de prendre le temps pour la fabrication, c'est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et même les personnes, en fait, ne le voient pas forcément, puisque ils savent pas. Mais déjà, de mettre en place un produit, ben, on va avoir l'idée, on va tester, on va faire un public, on va modifier et tout. Écrire le script pour si on fait une vidéo, le monter, enfin tout ça.
Et du coup, en plus de ça, la fabrication, et c'est pas reflété parce qu'on va se dire, ah ouais, j'ai payé tant pour ça. Et on va voir juste le résultat final, quoi. Mais les gens, mais je crois que les gens le voient jamais ça. C'est comme, tu vois, ça me fait rire parce que surtout quand ça vient de la part de magiciens qui comprennent pas pourquoi ils ont payé tant pour un produit X, hein, j'ai envie de dire que ce soit n'importe quoi, parce qu'il y a effectivement tout ce travail de réflexion et ainsi de suite, alors que si on va leur faire le comparatif avec leur spectacle, où ils vont y avoir mis tout leur cœur, dépensé beaucoup d'argent, dépensé beaucoup de temps pour l'écrire, pour le créer, etc. Là, ils vont le comprendre, ce palliatif. Mais ils ne le comprendront pas quand ils vont acheter un tour. Ouais, non, mais c'est toujours comme ça. C'est trop cher quand il faut acheter, mais après, quand on se vend, ben, c'est normal, en fait. C'est jamais assez cher. Ouais. Non, voilà. Non, mais après, voilà, ça c'est intéressant parce que même il y a aussi, ben, il y a des boutiques, il y a des intermédiaires, donc il y a aussi, enfin, voilà, c'est tout un Ah, ensemble, c'est quoi. sûr, parce que après, les gens, ça, le savent pas trop non plus, c'est qu'un créateur ne touche pas, quand ils achètent un DVD 30 euros, le créateur touche pas 30 euros par DVD. Parce que la boutique, c'est normal, il faut qu'elle vive. Oui, ben oui. Toi, tu sais, parce que par rapport à t'as certains grossistes qui existent en France, voilà, à qui tu vends encore moins cher parce qu'il doit vendre aussi à la boutique pour qu'elle gagne sa vie. Donc, au final, voilà, c'est des réductions de trucs qui font que, quoi. Ouais, 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 Et exactement. ça, les gens ne voient pas, quoi. Et donc, du coup, après, tu as parlé, enfin, bon, t'étais plus, du coup, orienté, on va dire, sur les spectacles, je pense, ou mentalisme, hypnose. Ouais, Ouais, alors au départ, quand j'ai commencé mon spectacle d'hypnose, maintenant ça va faire, que je dise pas de bêtises, pas loin de 10 ans que je le rôde, que je le travaille, et je le travaille encore. Même si je pense que là il est à son apogée, mais il y a toujours des ouais. points d'amélioration, des trucs, bref. Moi j'aime bien, je suis assez pugnace là-dessus, et puis j'estime que je suis jamais bon. Ouais, donc, C'est, c'est bien et parfois, c'est pas bien, des fois, mais ouais, parce que je suis jamais, je déteste, je filme, hein, mes spectacles, etc. Je déteste regarder les vidéos. Pour moi, c'est un sacerdoce. Mais en fait, au départ, quand j'ai commencé mon spectacle d'hypnose, comme tout le monde, j'avais un peu la trouille, je crois, quand tu te lances dans l'hypnose. Donc, en fait, j'avais créé un spectacle qui s'appelait Mental Hypnose, que je joue encore d'ailleurs de temps en temps. En fait, où j'avais une partie mentalisme et une partie hypnose. Mais c'est vrai que ces deux côtés-là, je trouve que c'est déjà un bon palliatif, un bon assemblage. C'est-à-dire que tu peux pas, pour moi, mettre de la magie et de l'hypnose par le même artiste. Tu peux mettre magie et hypnose avec deux artistes différents, mais tu peux pas mettre un artiste qui va faire de la magie et après qui va faire de l'hypnose. Pourquoi? Parce que le spectateur n'est pas dupe dans le sens où il sait que dans la magie, on utilise des trucs ou des manipulations. En hypnose, on n'utilise rien, entre guillemets, il n'y a pas de trucage. C'est réel. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que le mentalisme et l'hypnose, pour moi, ce sont deux choses qui peuvent s'accorder, dans le sens où les gens, le mentalisme, ils ne savent pas trop si c'est truqué, si c'est vrai. Ils ont encore cette part de doute. Ah, mais vous pouvez vraiment lire dans notre tête, etc. Donc voilà. et du coup, c'est une question que j'allais te poser parce que je l'ai posée à d'autres. Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, ben, un même artiste au même moment, par exemple, il ne devrait pas, selon certains, faire de la magie et de l'hypnose aussi. Du mentalisme, pardon. Ah, C'était là, voilà, est-ce que tu as abordé magie, hypnose et quel est ton avis sur magie et mentalisme? alors c'est assez rigolo parce que je ne vais pas avoir le même avis en fait. Non, mais Je vais pas avoir c'est intéressant. je vais pas avoir cet avis aussi tranché parce que je fais des tours, même dans mon spectacle de magie, je fais des tours de mentalisme. Je fais le carré magique, par exemple, où je pique l'information, en fait, Ouais, je ne pour... demande pas le chiffre, en fait, hmm. je pique l'information. Euh, donc, après, effectivement, mentalisme et magie, il y a cette discussion qui est à double tranchant où les gens, voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, moi, perso, je vois pas le mal de faire du mentalisme dans un spectacle de magie. Parce qu'il faut dire ce qui est. Alors, le mentalisme, c'est de la magie mentale. Oui, Voilà. Après, tu as différents types de mentalisme. Et là-dessus, je ne m'amuserais pas à faire certaines choses. Par exemple, si tu fais de la lecture à froid, si tu fais, en fait, tout ce qui est mentalisme où tu n'as pas besoin d'objets.
Oui, il n'y a pas de Après, support, c'est bon, il n'y directement. a pas de support, Ouais. c'est du direct. Là, effectivement, je trouve que c'est peut-être dommage de le mélanger avec la magie. Par contre, quand tu utilises, excuse-moi, un master prédiction ou voilà ou autre, on utilise un accessoire de magie, quoi. C'est la magie mentale. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire parce que tu as dit par exemple j'utilise le carré magique et c'est pareil, c'est entre deux comparé à la lecture à froid par exemple où c'est vraiment Tout à fait. donc ouais. Bon, le carré magique, c'est encore parce que le fait de piquer l'information entre guillemets pour pas demander le chiffre à la personne et de remplir ton Ouais. carré, c'est quand même un impact qui est fort. Après, le carré magique, c'est une épreuve mathématique, hein, ni plus ni Ben moins, voilà, c'est hein. pour ça il y a le côté maths aussi qui fait que ça coupe l'effet de j'ai deviné le nombre enfin ça Après, voilà, quand tu devines le nombre, on rentre dans le mentalisme. Si tu demandes le nombre et que tu me montres la prouesse mathématique, c'est une prouesse mathématique. C'est pas ni un tour de magie, ni un tour de mentalisme. oui voilà, non mais voilà, c'est pour ça que non mais c'est intéressant en plus de voir la différence mais tu l'as abordé voilà que ça te gêne pas mais que c'est vrai que quand il y a de la lecture à froid, du coup ça casse un petit peu la magie, j'ai envie de dire de Bah oui, parce que fatalement, pour les gens, quand tu fais une lecture, par exemple, tu fais choisir une carte à un spectateur, euh, tu fais choisir une carte à un spectateur, il l'a choisi, et qu'il pense à la carte, et que toi tu lui dis, voilà, il y a des cartes rouges, des cartes noires, etc., et que tu feins de lire sur son visage, etc., on est entièrement d'accord que ça, c'est un numéro de mentalisme. C'est pas un numéro de magie. Un numéro de magie, bon, tu as deviné la carte, boum, il y a une prédiction, pouf, la carte elle est là. Ok, ouais. c'est pas le même support. Euh, ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais après, il y a aussi le débat entre magie mentale et mentalisme qu'il y avait déjà eu. Là, c'est rigolo parce que l'autre jour, je ne citerai pas de nom, mais je crois que tu le connais. Je sais pas. Euh, son nom de famille, ça commence par un D. Ouais, Il est en Chine en ce moment. Qui disait voilà, le mentalisme, c'est pas des magiciens et les magiciens, c'est pas des mentalistes. Il y a un gros débat là-dessus. Après, je trouve que c'est un débat qui est un peu inutile. À partir du moment, non mais c'est vrai, à partir du moment où on fait rêver les gens. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là? Déjà pour prendre notre pied parce qu'on aime ce qu'on fait normalement, mais surtout pour faire rêver les gens. Après, voilà, avoir tout un discours, un blabla qui n'en finit pas entre magie mentale et mentalisme, c'est de la branlette intellectuelle, ni plus ni moins. ouais, non, mais après, voilà. Tu sais, C'est. moi j'ai le même cas en hypnose avec les hypnothérapeutes et les hypnotiseurs de spectacle. Quoi. Voilà, les hypnothérapeutes ne sont pas forcément pour l'hypnose de spectacle, on a tendance à leur faire quand même une belle vitrine, mais bref, passons, mais ils ne le diront pas. Ouais, 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 non, mais c'est vrai qu'il y a. De toute façon, c'est un peu partout. Il y en a toujours qui. Enfin, il y a des débats partout. C'est pour ça que je rigolais quand tu étais Bon, en train de parler, quoi. Mais il y avait une question que j'allais poser, mais du coup, je pense que tu as répondu. C'était pour toi, quand tu fais ben, de la magie, du mentalisme ou du coup de l'hypnose, puisque tu as tout ça, quel est ton but en fait? Hmm. me faire plaisir avant tout, déjà. Avant tout? C'est sûr que... Non. Non, sincèrement, je monte sur scène pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'aime ça. Ça, c'est une certitude. J'aime faire plaisir au public. Voilà, c'est réellement ce qui est mon leitmotiv. Comme tout le monde, j'ai besoin de manger à la fin du mois, donc je ne vais pas travailler gratuitement. Mais c'est vraiment un métier que je fais par passion. S'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je ne le ferai pas. Je me forcerai plus, parce que je l'ai fait quand dans mes débuts, à faire des choses que j'ai plus envie de faire. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, moi, bon, j'ai une boîte d'événementiel également où on fait d'autres choses que des spectacles. Euh, mais voilà, c'est des choses qui me plaisent parce que voilà, faire plaisir aux gens, de pas faire passer un bon moment, voilà, de créer quelque chose de beau avec une globalité, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, pareil, quand on a lancé en fait l'ABC des cartes avec Philippe Menina, l'ABC de la magie des cartes, en fait, pour moi, il y avait un manque euh, sur ce produit-là. Parce que bah, on a tous démarré, et moi le premier, avec les cassettes de Bernard Willis, Ouais. qui étaient formidables.
Sincèrement, depuis, il n'y avait pas eu grand-chose de fait, tu vois. Donc c'est vraiment contenter tout le monde, que ce soit en spectacle, c'est contenter le public, leur apporter quelque chose de joli, de beau et d'agréable à regarder. En hypnose, c'est pareil, en mentalisme, c'est pareil. J'essaie vraiment de travailler dans cette symbiose-là. Et voilà où est mon plaisir. Après, bien évidemment, ça me fait gagner ma vie. Je suis menteur de dire que voilà, je ne fais pas non plus pour ça. Mais je ne me contraindrai pas à faire des choses que j'ai pas envie. Ok. Ouais. Et du coup, alors je le pose aussi cette question parce que ça peut être une réponse différente ou pas. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon magicien? Alors, c'est très intéressant cette question. C'est pour ça que je la pose. Euh, mais en fait, pour moi, un bon magicien, c'est quelqu'un qui fait passer un bon moment à son public. On n'en a rien à secouer, en fait, si le mec il sait faire 50 pharaos d'affilée, parfait, systématiquement, etc. Si en face de lui, le spectateur, il réagit pas. Alors que tu peux avoir des gens, et sincèrement, je le pense, qui vont faire un coloring book où il y a besoin de zéro technique, mais l'histoire va être tellement bien amenée, le tour va être tellement bien présenté, qu'il vaudra 100 fois mieux qu'un mec qui va faire des manipulations de cartes et qui va mal les faire. Oui, oui, oui. Puisque oui, ça va être à la vision du spectateur aussi et pas d'un magicien qui va voir le côté technique, quoi. Tu vois, on avait une discussion avec Bébel quand il était venu à la maison. Euh, on avait une discussion sur justement ce sujet-là et je partage complètement son avis. On fait de la magie pour les spectateurs. On ne fait pas de la magie pour des magiciens. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, on peut créer des choses pour les magiciens, on peut travailler des choses pour les magiciens, mais la magie avant tout, c'est pour le spectateur. Donc un bon magicien, pour moi, c'est quelqu'un qui va réaliser ses routines, qu'elles soient compliquées, automatiques ou peu importe, mais d'une belle façon, qui va justement transmettre ce plaisir, cette poussière aux yeux, etc. Ok. Ouais. Et du coup, Et toi? ah non, mais moi, en fait, c'est pareil, et c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai fait signe de la tête. Pour moi, voilà, c'est passer, que le spectateur passe un bon moment. Et en fait, je dis ça parce que il y a pu y avoir des personnes qui passent à la télé. Par exemple, je vais prendre ça parce que souvent, à chaque fois, oui, mais là, telle technique, il a fait pas bien. Mais ce que je dis, en fait, c'est que du moment où, on va dire, ce magicien, il a fait passer un moment au spectateur, et il est bon pour le spectateur, c'est un bon magicien. Même si de notre côté, on va dire, ah là, ça a flashé, il n'a pas fait telle technique comme il faut. Mais pour un spectateur, ben, Il n'a rien vu, hein. ouais, voilà. Après, là-dessus, je ne vais pas faire plaisir à certains magiciens en disant ça, c'est sûr, mais je trouve que les magiciens, on est trop critiques. Ouais. L'autre jour, tu sais, c'est rigolo, j'avais dans un autre sujet, un autre contexte, hein, j'avais une discussion là-dessus. Si on passait autant de temps à améliorer notre propre travail, notre propre vie, que, que que le temps qu'on va passer à critiquer les autres, on avancerait beaucoup mieux. Ah, ben c'est sûr, oui. Et si on était aussi dur avec soi-même qu'on peut l'être quand on critique des gens, ben, on avancerait aussi beaucoup mieux. Ouais, non, mais c'est vrai, et c'est des choses que moi, des fois, je me dis parce que j'interviens pas forcément. Parce que, ben, à un moment, au début, quand on est sur des forums, on intervient, mais je me suis dit, je préfère prendre ce temps-là pour bosser quelque chose que, même s'il y a le partage aussi. Mais en fait, des fois, je vois quelque chose, il y a quelqu'un qui est un débutant, donc il pose des questions, on peut se dire, ouais, c'est quoi cette question? Parce que, voilà. Mais s'il connaît rien, il va poser une question, pour lui, c'est normal de la poser, et il va se faire fracasser derrière, parce que les personnes qui vont répondre, ils vont oublier dans quelle situation ils étaient au départ où ils ont découvert. Et c'est dommage, hein. C'est ça. Alors, il y a deux choses par contre. Ça me fait penser à un truc, ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a les débutants qu'on n'aide pas. Et ça, je trouve que c'est dommage et qu'on se foute de leur gueule sur des forums ou autres, sur Facebook Ouais, maintenant il y a ou sur Facebook. des... Ouais. Ouais, moi, je suis sincèrement, je suis sur très peu de forums. Je suis sur très peu de forums, un petit peu sur VM, mais en fait, je contribue pas. Tu fais de la pub. Je Ouais, c'est regarde. ça. Non, Je rigole. même pas très peu. Non, non, mais je vais voir de temps en temps parce que voilà, j'aime bien voir s'il y a des sujets qui m'intéressent et tout ça, mais je poste jamais rien. Sur Facebook, je regarde beaucoup, je rigole beaucoup. Des fois, je balance des conneries, mais c'est juste pour le fun. Mais voilà,
voilà, je ne me permets pas. Par contre, je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, on casse trop facilement les jeunes. Là-dessus, au lieu de les accompagner, de leur donner des bons conseils, on les dézingue. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ouais. Et du coup, bah, je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'un bon magicien? Je veux dire, qu'est-ce qu'un bon mentaliste? Ben, c'est comme un bon magicien, ça. Non, mais je pose la question exprès pour savoir si ça va être la même réponse ou pas. Pour moi, c'est la même réponse. Parce que, comme qu'est-ce qu'un bon hypnotiseur, c'est pareil. Ben, j'allais te la poser Non, après. non, non, Parce non, que non, c'est je qu'est-ce trouve qu'un que c'est bon différent. hypnotiseur, on peut en reparler. Non, non, ça, j'aurais d'autres choses à dire. Non, un bon mentaliste, ça va être quelqu'un, effectivement, pareil, qui va faire rêver son public. Après, tout dépend de la vision que lui va avoir du mentalisme. Tu as des gens, comme Victor Vincent, par exemple, qui fait concrètement du mentalisme. Son spectacle est posé vraiment là-dessus, mais qui utilise maintenant de plus en plus d'accessoires pour faire de la magie mentale. Donc c'est assez intéressant ce palliatif, mais un bon mentaliste, ça reste un bon showman avant tout. Tu sais, quand il y a un vieil adage qui disait un magicien, c'est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. C'est vrai, quand tu réfléchis à la chose, on est des comédiens avant tout, parce que bah, voilà, on écrit des textes, parce que voilà, on fait de la mise en scène, etc. Donc, partant de là, on est des comédiens. Un mentaliste, c'est pareil. C'est un comédien qui va lire dans les pensées des gens, etc. En hypnose, c'est légèrement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des techniques qui sont plus ou moins maîtrisées par certains, et là où je vais être peut-être un peu plus dur et un peu plus méchant, on va dire, dans ce que je veux dire, c'est qu'il y a des très mauvais hypnotiseurs aujourd'hui en France qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que pour moi, avant toute chose, dans un spectacle d'hypnose, il faut respecter ces sujets, les sujets des gens qui sont avec nous sur scène, voilà, les gens qu'on va endormir. Ça sert à rien de leur imposer des choses. Il y a des façons de faire pour que les choix soient libres. Il y a toute une partie de sécurité qui est très importante quand même pour les gens, etc. Donc là, la différence va être aussi là. Il y a l'écriture, effectivement, pour l'hypnotiseur du spectacle, qui peut être bonne ou moins bonne. Mais ça, c'est comme pour un spectacle de magie, comme pour un spectacle de mentalisme. Mais par contre, en termes de technique, il y a des choses qui peuvent être, entre guillemets, dangereuses, où il faut être très bienveillant et faire attention. Donc là, par contre, ça va être la grosse différence. Ouais. Alors après, voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'allais poser la question, qu'est-ce qu'un bon hypnotiseur? Parce que là, il y a le côté, on va dire, sujet, parce que, alors, je vais dire, ils sont pas en possession à 100%. Même si, quand tu es magicien, il faut quand même Si, s'occuper enfin, des spectateurs, parce que, enfin, il y a une gestion aussi, il faut pas. la gestion est plus compliquée en hypnose quand tu as 10 sujets sur scène, crois-moi, qui sont dans un état en fait, d'hyper-inconscience, bref, dans un état entre guillemets de sommeil. Quand tu as 10 personnes qui sont comme ça et quand tu as un ou deux ou trois spectateurs sur scène, en magie, c'est différent parce que, voilà, comme tu le disais, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, Puis il y a la sécurité aussi, si c'est une chute, enfin, pour de l'hypnose, quoi. Et du coup, ben, tu as dit il y a de mauvais hypnotiseurs. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui s'y intéressent ou qui ont commencé à s'y intéresser? de se documenter énormément. Moi, j'ai appris l'hypnose, j'ai commencé par l'hypnose de spectacle, mais en fait, je me suis amusé à faire des soirées découvertes de l'hypnose, etc., que j'organisais. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'hypnothérapeutes. Ça m'a permis de rencontrer des neurologues, bref, et plein de gens en fait du corps médical qui étaient très intéressants, des infirmiers qui pratiquaient l'hypnose, etc. Et du coup, je me suis vachement intéressé à l'hypnothérapie également. Alors, j'en fais pas parce que je n'aime pas ça et voilà, c'est pas mon taf. Mais je leur conseille vivement de s'intéresser à ça parce qu'il y a des choses que tu peux avoir en spectacle, que tu peux rencontrer en spectacle comme difficulté, d'avoir quelqu'un qui fait une crise par rapport à une phobie ou autre, et ben de pouvoir associer cette personne, en profiter pourquoi pas pour lui enlever cette phobie. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai fait en spectacle une fois, d'enlever la phobie du serpent à une femme parce qu'elle était hyper phobique et d'ailleurs elle me remercie encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans, elle est plus phobique des serpents. Donc c'est cool. Mais mais voilà, de vraiment se documenter dessus. Après, voilà, on a fait un support
qui est quand même bien fait, qui est l'ABC de l'hypnose. Petit placement de Non, non, mais qui pour moi en fait est un support que je voulais le plus complet possible. Après, bien entendu, la formation ne sera jamais assez complète. Voilà, de s'orienter plus effectivement vers l'hypnothérapie pour comprendre aussi les mécanismes de l'hypnothérapie pour pouvoir avancer en fait sur les spectacles. Et ça, je pense que ça peut être très important. Après, pour se lancer, comme je le dis, il n'y a pas 50 solutions, effectivement, il faut oser. L'hypnose, c'est pas comme un tour de magie que tu peux répéter 500 fois chez toi. Tu peux faire 500 levées doubles, tu peux faire 500 comptages MC chez toi pour le bosser. Voilà, en hypnose, tu peux pas. Tu as besoin d'avoir des gens pour t'entraîner. Comme Euh, je fais la relation avec le pickpocketisme aussi, c'est un peu pareil, quoi. c'est pareil. Ouais. Voilà, tout à fait. Un pickpocket, s'il a besoin de s'entraîner, il a besoin d'avoir un cobaye. Alors effectivement, il peut s'entraîner sur sa femme, son chien ou que sais-je, mais il a besoin quand même d'avoir des gens avec des vraies réactions. Et, tu sais, même à mon âge, tu as ça. Par exemple, si on prend un tour qui se fait avec un enfant comme la chasse aux pièces, par exemple. La chasse aux pièces, chaque enfant va avoir une réaction différente. Parce que bah, ce sera la propre. Tu auras des choses qui seront similaires avec le temps. Mais donc, tu as des choses que tu vas voir et revoir et revoir, etc. Mais tu peux avoir des réactions qui sont complètement différentes d'un enfant à un autre. Eh bien, en mentalisme, en pickpocketisme, c'est pareil. En hypnose, c'est pareil aussi. Ouais. Ouais, désolé, je t'avais coupé sur le fait de d'oser et d'aller du coup affronter les gens, entre guillemets. Tu parlais En de ça, hypnose, ouais. de toute façon, en hypnose, il faut oser. Il y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de secret. Faut prendre ses bagages. Il faut prendre ses bagages et il faut franchir le cap, quoi. Ah ouais, après Alors, moi, c'est pas évident au départ. ouais. Ben moi, c'est quelque chose, je me suis intéressé, je me suis documenté un peu. Et le truc, c'est que pareil, voilà, il y a aussi le fait de, tu peux rencontrer une situation, donc il faut vraiment enfin, bien maîtriser parce que j'en avais parlé aussi avec quelqu'un qui en faisait une fois. Par exemple, quelqu'un qui avait du mal à rouvrir les yeux. Et donc voilà, il faut savoir faire les parallèles pour il visualise une situation pour l'aider à. Mais tout ça, il faut le C'est savoir, pour quoi. ça que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il faut se documenter aussi sur l'hypnothérapie, parce qu'effectivement, en hypnose de spectacle, on a des méthodes qui sont quand même relativement rapides et sèches, entre Ouais, guillemets. Par rapport à l'hypnothérapie, on va être beaucoup plus dans l'empathie, dans la douceur et ainsi de suite. Et je trouve que c'est très intéressant justement de se former aussi là-dessus pour avancer et pour éviter justement bah, les cas où tu te retrouves avec quelqu'un qui a du mal à ouvrir les yeux. Bah, et comment je fais hein, de ne pas se retrouver nous démunis, quoi. ouais, Après, c'est un conseil que je peux te donner aux gens qui veulent se lancer dans l'hypnose quand tu estimes avoir suffisamment de connaissances, etc. C'est d'oser, mais surtout en fait de toujours donner l'impression d'être sûr de soi. Toujours donner l'impression de ne pas avoir, comment dire, il faut toujours donner l'impression de maîtriser son sujet à 300%, parce que si les gens ressentent un malaise de ta part, euh, c'est pas bon, quoi. ouais. Et puis ça fonctionnera pas forcément aussi. Surtout pour des Ça sceptiques en fonctionne. plus. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, mais après, il n'y a pas 50 solutions. Il faut endormir des gens, faut en endormir, faut en endormir, faut en endormir. Et puis après, c'est rigolo parce que tiens, j'avais une discussion avec ce week-end avec Raymond Manson. Je sais pas si tu vois qui Oui, c'est. oui, je vois qui c'est. Ouais. On parlait justement de mon spectacle d'hypnose, est-ce qu'il l'a vu au mois de novembre, au mois de novembre dernier. Et je lui disais, tiens Raymond, comme lui, il est vraiment dans l'écriture, voilà, c'est très très bien monté, voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Je lui dis, est-ce que tu verrais des choses? Il me dit, bah moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quand on le voit faire, on a l'impression que c'est simple. Donc voilà. Ouais, mais pour de l'hypnose. Enfin, Alors justement, tu vois, c'est une réflexion qu'il m'a faite, sur laquelle je suis en train de m'interroger, parce qu'il me dit, oui, tu devrais dramatiser plus les moments où tu ah, endors ouais. les gens, etc. Voilà, c'est une réflexion très, très réfléchie, mais bon, après, je ne vais pas te dire tout ce qu'il m'a dit, parce que voilà, Ouais, ouais, non. il me l'a dit à moi. Mais c'était une réaction très, très réfléchie, et je me dis effectivement, pourquoi pas, et voilà. Mais en tout cas, il faut avoir quelque chose de sérieux, et il faut être sérieux sur ce qu'on fait, quoi. Il ne faut pas laisser de place au hasard. Ça, tu vois, c'est pareil, très souvent, un grand classique en hypnose, c'est la catalepsie sur les tréteaux.
Euh, Sincèrement, quand je vois des gens faire des catalepsies sur des chaises, ça me, ça me révolte un petit peu parce qu'en termes de respect du sujet, euh, c'est pas bon du tout au niveau de la colonne vertébrale, etc. Parce que l'intérêt d'avoir une belle catalepsie, c'est que la colonne fasse une voûte. Et en fait, si la personne est sur une chaise, forcément la tête, elle ne peut pas se voûter pour avoir une belle voûte avec la colonne vertébrale, etc. Tu vois, ça, c'est des points sur lesquels, voilà, quand je vois des choses qui sont pas faites dans les règles, ça me fait grincer des dents, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une question que j'ai posée à une autre personne que j'ai interviewée. Donc voilà, tu as forcément consulté, on y reviendra à la limite sur des références, même si vous avez fait du travail sur ça, mais sur la magie, sur le mentalisme, sur l'hypnose. Mais est-ce que, bon après tu as parlé d'hypnothérapie aussi, mais est-ce que tu te concentres uniquement, on va dire, sur des références spécialisées sur ce domaine, ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses, par exemple sur le cerveau de manière générale? Enfin après, je sais pas, je donne un exemple, mais ça peut être sur autre chose. Oui, bah, tu vois, c'est rigolo que tu en parles parce que, en fait, je suis en train d'écouter un monsieur qui s'appelle David Lefrançois en ce moment. Je sais pas si tu as Si, je connais, ouais. Ouais. voilà, qui est un neurologue, etc. Et je trouve ça super intéressant. Alors, tu vois, c'est pas, on sort de mon contexte de travail, hein, clairement, mais je trouve que c'est très intéressant de comprendre aussi certains mécanismes du cerveau sur d'autres points. Oui, Ce qui te permet aussi de comprendre, de faire après un parallèle avec ton métier, tu vois. Et- non, non, je m'intéresse à beaucoup de choses à la con. non, mais il y a beaucoup de choses, il y a des ponts. Donc, enfin, par exemple, je prends la magie, mais il n'y a pas que la magie, mais ça fait appel à tellement de choses, ça peut faire appel à tellement de choses que des choses dans d'autres domaines qu'on n'a pas forcément abordé, magie, ça va servir quand même. Donc, Mais tu vois, par exemple, moi j'utilise un livre, j'ai mis très très longtemps à le trouver. C'est un des rares ouvrages que je potasse régulièrement, qui s'appelle Le Vassal. Peu de gens connaissent. je connais pas. C'est un livre qui date des années 1930, c'est même pas un livre en fait, c'est des feuillets, bref. C'est très très compliqué d'en trouver. Pour te dire à tel point, c'est que le truc très très drôle quand même, hein. Je l'ai cherché pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je ne le trouvais pas. Et un jour, je croise Georges Naudet et je dis Georges, je ne fêterai pas ça chez toi. Ah, il me dit écoute, je crois qu'il m'en reste un. Il me dit je te le ramène à Besançon, à la FAP à Besançon. Et je dis ah putain, super et tout. Je fais ton prix sera le mien. Je m'en foutais, je le voulais. Et ce qui était très drôle, c'est que ce jour-là, il y avait 2 exemplaires au même endroit. Alors ça faisait 5 ans que je le cherchais et il y en avait 2 qui étaient réunis en fait au même endroit. Mais c'est un livre que quand tu le regardes, c'est pas forcément un livre pour magicien. C'est pas forcément un livre pour mentalisme. C'est essentiellement sur le mentalisme, mais voilà, il y a plein d'autres choses dedans, comme les tables de rappel que moi j'utilise aussi, tu vois, où là on sort du mentalisme, on sort de la magie aussi. Oui, enfin, on n'y sort pas, mais c'est vrai que dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas abordé surtout. Si on en, alors, je vais te dire pourquoi on en sort selon moi. Euh, Parce que les tables de rappel, celles que j'utilise entre autres, ça te demande un travail vraiment intérieur. Tu vois, c'est comme l'apprentissage d'un chapelet en carte. Ça te demande réellement un gros travail personnel. Oups, excuse-moi, je ne sais pas si tu as entendu des choses ou pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est un gros travail personnel en fait qui est intéressant et qui te sert dans la vie de tous les jours. Parce que d'avoir une table de rappel, soit tu l'utilises effectivement en spectacle, soit en fait ce sont quand même des techniques de mémotechnique qu'on peut appliquer au quotidien. Oui, mais enfin, ouais, après, je suis pas forcément. Enfin, je suis d'accord avec ça, mais dans d'autres choses qu'on va apprendre, ça peut aussi servir dans la vie de tous les jours. Alors, c'est sûr que faire une levée de loupe, ça va pas nous servir dans la vie de tous les jours. Mais voilà, il y a d'autres choses, enfin voilà, d'une vision un peu plus large, euh, que selon moi, il faut, enfin, au moins s'intéresser par rapport à la magie. Mais comme on a vu, ça peut être la mémoire et le cerveau en général, la communication, enfin, la PNL, etc.
qui vont servir, mais ça sert aussi enfin, de tous les jours. Exact. Et puis aussi le fait de... Moi, je sais que quand j'ai appris aussi la magie, ça m'a aussi servi dans les études. Mhm. Donc voilà, c'est... il y a- Qu'est-ce qui t'a servi? C'est la magie qui t'a servi ou c'est la façon de penser? mais c'est la façon de penser pour structurer, c'est un peu tout ça. Donc, tu vois, on en vient même, tout à l'heure, on parlait rapidement de David de François. Le mécanisme et les mécanismes du cerveau, les rouages du cerveau, vont te permettre à changer des choses dans ta vie de tous les jours, à comprendre certaines choses, à faire différemment. Mais ça va te permettre aussi de l'apporter sur ton travail scénique. Oui, Donc après, mais je pars du principe que tout est intéressant dans la vie. C'est intéressant d'aller suivre une formation de commercial quand tu fais de la magie. bah oui. C'est Et puis intéressant de enfin, oui, c'est aussi intéressant pour les commerciales peut-être de s'intéresser aussi à la magie. pourquoi Parce pas, que c'est c'est pas c'est lié, ton quoi. champ de vente pour lui. Ah ouais, non mais... Mais voilà, après, mais de toute façon, je pense on apprend tout de tout. Par exemple, tu vois, un tour de magie, c'est comme une recette de cuisine. Je pense à mon ami Yves Charbonnier là, en disant ça. Mais c'est vrai parce que au final, si tu mets pas les bons ingrédients au bon moment, etc., eh ben, tu auras fait le même plat, mais il sera bon ou pas bon. Et un tour de magie, si tu ne mets pas les bonnes lines, les bons temps, eh ben, c'est pareil. Ce sera le même tour, mais il sera moins bon. Ouais. Non mais voilà, après c'est intéressant, enfin, j'aime bien en parler parce que souvent on a l'habitude de trop se focaliser sur les ressources que si mettons on dit je veux apprendre la magie, ben on va dire ben il y a ça, 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 et pas élargir au maximum les... Enfin voilà quoi. Donc Après, ça, je pense que ça, pour les gens, dans quelques domaines que ce soit, c'est la curiosité personnelle. oui, aussi. Si les gens ont envie d'approfondir un sujet, eh ben, ils vont aller jusqu'au fond du truc, en trouvant des rapports dans d'autres domaines, etc. Après, les gens qui sont consommateurs et qui veulent juste apprendre à faire ceci ou à faire cela, eh ben, ils apprendront juste à faire ceci ou cela. Ouais. On en revient aux consommateurs. Oui, non mais oui, oui. Euh, ben, on va continuer sur les ressources du coup. Est-ce que tu es plus livre, vidéo? Alors après, je sais que c'est en fonction des générations, ça change, mais voilà. Quel est Alors moi, j'ai un gros souci, c'est que je déteste lire. ah, un gros Je souci? peux, et, Ouais, non, c'est un souci parce que ça m'ennuie dans le sens où je me coupe de certains savoirs parce que je n'aime pas prendre le temps de lire. Voilà. Pour te donner un exemple, j'ai quelques ouvrages que j'adore. Il y a une autre façon de parler de Dan Teller, par exemple. Il y a Paramiracles de Ted Besley, euh, Le Vassal. Et un livre que j'aime beaucoup, c'est l'agenda secret de Roberto Giordano. Mais tu vois, l'agenda secret, pour te faire une anecdote, quand je te dis j'aime vraiment pas lire, l'agenda secret, moi je l'ai pris en vacances une fois, et je dis bah tiens, pendant les vacances, je vais le lire. Mais j'étais incapable de le lire en fait, donc du coup, il est dans mes toilettes. J'ai pas honte de le dire. Mais par contre, j'adore parce que je prends en fait, de temps en temps, je le prends et je lis. Voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à me poser dans un fauteuil, à mon bureau ou autre et de prendre le temps de lire. Après, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos. J'aime bien écouter les supports audio aussi. Là, c'est plus voilà, sur le côté cerveau, etc., où je vais plus écouter. Mais après, effectivement, moi, j'aime bien le support vidéo. Ok. Parce que je trouve que dans le support vidéo, en magie, hein, je parle, l'intérêt, c'est que. Alors, c'est un bon intérêt et un faux intérêt. Parce que c'est l'intérêt de te dire, bon, ben voilà, il faut faire comme ça. Et ça a le faux intérêt de te dire, tu vas pas chercher des solutions ou tu vas juste dupliquer, en fait. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de bosser sur un tour qui est à la base existant pour nous en magie.
Et je suis en train, il y avait des choses qui me dérangeaient dans ce tour-là parce que voilà, il y avait, bon, je ne vais pas dire ce que c'est parce que voilà, il y avait 13 outs si tu veux et ça me dérangeait parce que pour moi, il fallait pouvoir produire les 52 outs. Donc du coup, je suis monté à 53 parce que je me dis qu'il peut toujours avoir un tordu avec le joker. Et voilà. Et tu vois, je vais aller chercher des choses comme ça. Donc effectivement, je vais partir sur des choses qui existent, mais après, je vais réfléchir par moi-même. Je suis assez autodidacte sur beaucoup de choses. Et donc du coup, je vais réfléchir par moi-même pour aller plus loin. Ouais, ouais, ce qu'il faudrait faire tout le temps. On a eu la discussion avec quelqu'un pareil durant une interview par rapport à ça. Et tu vois, par exemple, tiens, il n'est pas très loin, mais en ce moment, voilà, ça c'est c'est mon petit cassage de tête actuel. Voilà, je m'amuse avec ça en ce moment. Voilà, j'ai des trucs, mais j'aime bien aller au fond des sujets, quoi. Ouais. Et du coup, si jamais ben, tu avais des ressources ou des vidéos à conseiller ou que tu as aimé. Alors, en hypnose, on va commencer peut-être par là. Bien entendu, la BC d'hypnose. Mais en plus, je suis très mauvais. J'aime pas parler en bien de mon DVD. Je trouve que les autres le font suffisamment bien pour savoir. Non, non, je suis assez content parce qu'on a des très bons retours et a priori hein, je pense pas me tromper en disant ça, les gens trouvent que c'est un support très complet. Ça, voilà, en vidéo, c'est le support peut-être que je conseillerais le plus. Après, en livre, il y en a plein. Il y a La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes. Le bouquin de Marchand de trucs, L'art de l'hypnose. pour Ludo, quoi. L'art Ouais. de l'hypnose impromptue, c'est a priori pas mal. Je ne l'ai pas lu, donc je dis a priori, c'est vraiment les retours que j'ai eus. Après, voilà, il y a quelques ouvrages. Moi, j'ai des vieux bouquins que je trouve plus trop dans le commerce, qui vont être sympas aussi. Après, allez, en mentalisme, bah, les trucs de Julien Lauzin, moi j'aime bien. On ne le trouve plus d'ailleurs, les conspirations. Conspiration 1, 2 et 3. J'ai trouvé que c'était super. Après, il y a plein de choses en anglais. Si, il y a Impossible de Larry Baker, que je trouve très intéressant, où j'ai pioché pas mal de trucs aussi. En mentalisme, il y avait des DVD de Serge Arcane, qui étaient très bien. Ouais, pure mental. Ouais. Ouais. Alors, Pure Mental, 1, 2, et tu avais Technitorsion aussi. Ouais. Voilà. Ces trois DVD-là, je les avais beaucoup aimés. Après, j'aime bien tout ce qui est. Alors, je regarde, mais voilà. Tout ce qui est Darren Brown, j'aime bien aussi. C'est assez tendu, voilà. Après, j'ai plus regardé des spectacles, voilà, ou des choses comme ça. Ça me plaît bien. Voilà, donc ça, c'est pour le mentalisme. En magie, voilà. Forcément, au niveau carto, je dirais que le travail de Philippe Molina est très beau. Voilà. Et je dis pas ça sincèrement, en plus, non, non, parce qu'on pourrait. Je dis pas ça par intérêt. Je dis pas ça par intérêt, mais je le pense réellement parce que c'est quelqu'un de très pugnace au niveau travail. Il va vraiment jusqu'au fond des choses, etc. Donc je suis assez admiratif de son boulot. Il y a Méven Dumontier, je crois que tu l'as interviewé Ouais, d'ailleurs, aussi, ouais. qui est super. D'ailleurs, il a son bouquin pas mal du tout, d'après les retours que j'en ai. Donc voilà. Après, forcément, bah, les grands classiques, hein, Bilis, voilà, c'est très bon. Si on veut taper dans le plus dur en termes de technique, bah, Bébel, Carbonnier, voilà. Et Bilis, pourtant, est un très fin Oui. technicien. Hein, je suis en train de me rendre compte de ce que je dis. Bernard travaille vraiment super bien. Je suis en train de réfléchir en même temps, je regarde un peu les choses que j'ai autour de moi. Euh, du vivier, on adhère ou on n'adhère pas. Voilà. Voilà. Après Stone, tu vois, moi je trouve que c'est génial, la magie de Stone, elle m'éclate. Elle m'éclate sur plusieurs points, parce que Stone fait pas des choses qui sont ouf techniquement parlant. Mais c'est un putain de chemin.
Tu vois, par exemple, pour moi, la meilleure conférence que j'ai vue de ma vie, c'est la sienne. Sincèrement, quoi. Ouais, ouais. Parce que même ses explications pendant la conf sont un show. Ouais, c'est un spectacle. Et ben, tiens, tout à l'heure, tu te rappelles, tu me posais la question, pour toi, qu'est-ce qu'un bon spectacle de magie? Bah, allez voir David Stone. Voilà. C'est un putain de spectacle de magie. C'est un truc de fou. On a été le voir il n'y a pas longtemps au Double Fond, voir son spectacle au Double Fond. Tu passes un excellent moment. Mais on en revient, c'est de la magie pour le spectateur. Voilà. C'est une discussion que j'avais eue aussi avec Jean-Luc Bertrand. Il fait aussi beaucoup de magie. Il est très bon en termes de, justement d'entertainment, etc. Euh, alors que techniquement parlant, il fait rien de ouf, quoi. Ah ouais. Alors que, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va avoir Après, j'aime bien tous les gadgets, Sténio et compagnie. J'aime bien. Je trouve que c'est fun. Euh, Après, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme ressources qui sont intéressantes? Il y a plein de choses qui sont intéressantes, hein. Non, mais voilà, après, Je c'est veux dire, pour dire un petit peu, enfin, les premières qui arrivent. ouais. Les premières qui arrivent, c'est ça, quoi. Vraiment. Après, oui, en mentalisme, oui, Larry Baker, tout ce qui est Bob Cassidy aussi, bien évidemment. Hanman, voilà, Ted Leslie. Voilà, tout ça, j'invite les gens à prendre en compte parce que c'est très bien. Ok. Alors, quel est ton meilleur et... Alors, je sais des fois c'est compliqué. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir lié à la magie ou au mentalisme ou à l'hypnose? Ou les trois, comme tu veux. En même temps. Euh, ah, si, j'ai mon pire souvenir en hypnose. Je l'ai. Euh, il m'est arrivé l'été dernier d'ailleurs. Putain, un truc de fou parce que jamais j'aurais cru que ça pouvait m'arriver. Je commence le show et en fait on était dans un endroit où l'ambiance était très électrique dès le départ. Il y avait quelque chose dans l'air, c'était très très space. Et en fait je démarre mon show d'hypnose comme d'habitude, avec mon même pré-show que d'habitude, bref, etc. J'endors les gens comme d'habitude. Et là, à un moment donné, j'ai pas compris le pourquoi du comment, ils sont tous réveillés. Voilà, donc je peux te dire que ça a été mon pire moment parce qu'après, voilà, tu les rendors, ils se réveillent à chaque induction, bref, à chaque suggestion, ils se réveillent et ainsi de suite. C'était très très compliqué. Mais du coup, par contre, ça m'a appris quelque chose, c'est que de prévoir, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure on parlait de mentalisme, mais de prévoir en fait une roue de secours au cas où. Je sais qu'il y a je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Romarif en fait, qui, lui, a de près euh, des subterfuges pour pouvoir faire croire à l'hypnose sans hypnose. Ouais. Donc voilà. Après, mon meilleur souvenir, il y en a plein des meilleurs souvenirs. Ben ouais, c'est pour ça Mais, que c'est. mais si, il y a un souvenir que j'aime raconter. Que j'adore raconter parce que pour moi, c'est là où tu vois la force de l'inconscient. Un jour, lors d'un spectacle, en fait, dans le spectacle, je leur fais jouer ACDC. Et il y avait une dame qui était en jean. Et en fait, elle a retroussé son jean pour commencer à jouer. Et bref, le spectacle se passe. Et à la fin du spectacle, je vais voir cette dame. Et puis je lui dis, tiens, mais pourquoi est-ce que vous avez retroussé votre pantalon? Elle m'a dit, mais le bassiste joue en short. Ouais, ouais. Donc voilà, après, oui, bah, après des bons moments, il y en a toujours, parce que bah, sur scène, tu partages toujours des bons moments avec le public, ça c'est top, et heureusement d'ailleurs. Après, en magie, une chose dont je suis assez fier, c'est d'avoir mis mon épouse à la magie. Voilà, ça c'est une fierté, ou dans le sens où maintenant elle est plus assistante de magicien, mais magicienne elle-même, elle a ses propres numéros. Ça c'est quelque chose pour moi, une grande fierté. Euh, Après, voilà, je crois que les meilleurs souvenirs, tu vois, si je devais donner pour moi, le meilleur souvenir et ce que m'a le plus apporté la magie, c'est de belles rencontres. Que ce soit voilà, avec des magiciens, avec des gens du spectacle, avec des rencontres merveilleuses qui t'ouvrent sur d'autres horizons, etc.
vois, des moments que je peux passer avec certaines personnes, voilà, que je côtoie, qu'on s'est au téléphone, etc. Pour moi, c'est des discussions qu'on va avoir sur une technique, sur ceci, sur cela, alors que c'est des jeux de la vieille, entre guillemets. Je trouve que c'est génial. Et ça, ouais, c'est formidable. Ouais. Ok, bah, on va pas tarder à terminer. Juste, si jamais, bon, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'on repose toujours la question et je vais te la poser. Si jamais tu devais repartir à zéro, on va dire, voilà, pour apprendre, ben, soit la magie ou voilà. En gros, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter et tu te donnerais à toi si tu devais tout. Je me donnerais à moi, c'est de lire peut-être plus, sincèrement. Après, à quelqu'un de débutant, euh, alors c'est un conseil qui pour moi, la base. Travailler, 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 travailler. Non, je dis ça parce que tu sais, sur YouTube ou autre, sur les réseaux sociaux, tout à l'heure on parlait, tu sais, des débutants qui vont mettre leur travail sur un forum. Je trouve ça super. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient certaines réactions d'autres personnes, mais je trouve que c'est déjà, entre guillemets, courageux de leur part. Donc ça, je vais les encourager là-dessus. Par contre, je vais être contre les jeunes qui vont mettre des trucs sur YouTube et en fait qui maîtrisent déjà pas eux-mêmes, tu vois. Quand tu vas sur des chaînes YouTube où tu peux apprendre à faire un comptage MC et que le mec il sait déjà pas le faire lui-même. Il sait même pas Ça écrire le nom et il sait pas qui c'est. voilà, il sait pas qui c'est. Donc voilà, donc effectivement s'intéresser à l'histoire de la magie, ça c'est quelque chose d'intéressant. Voilà les conseils de lire effectivement et de regarder des supports qui soient référents. Voilà, et pas regarder tout et n'importe quoi. Et pas faire tout et n'importe quoi surtout. Et travailler et ne pas présenter les choses si on ne les maîtrise pas. Ça, voilà. C'est vraiment c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi pour moi hein, au quotidien. Je ne te cache pas que comme tout magicien, de temps en temps, je fais des trucs un peu qui auraient mérité d'être plus travaillés. Mais c'est intéressant parce que des fois, quand tu as besoin euh, de roder quelque chose, c'est intéressant des fois de le faire sans. Mais bon, il faut avoir, je pense, le bagage derrière pour pouvoir se rattraper en cas d'échec. Ouais, mais puis même sur la Mais voilà, création en général, même si, alors, ça peut ne pas être abouti, mais même si ça aboutit et qu'il y a, mettons, des choses qu'on n'a pas forcément pensé, mais ça permet aussi d'avoir des retours et de pouvoir l'affiner au c'est fur et à ça. mesure. Donc, Et je pense qu'on ne peut pas penser à tout oui, et qu'on a besoin d'avoir justement soit des conseils, soit des coups de pompe dans les fesses ou des choses comme ça pour avancer parce que bah, écouter aussi les autres. Moi, je sais que je suis assez compliqué à convaincre, tu vois. Mais j'aime qu'on me convainc avec un exemple. C'est-à-dire que si on me dit ah ben ça tu devrais pas faire comme ça, ben, tu vois ça fait pas trop écho dans ma tête. Si on me dit ça tu devrais pas faire comme ça parce que regarde et qu'on m'explique le fondement du pourquoi du comment, là je suis preneur. bah c'est ouais, c'est la base même d'une critique. Il faut que ce soit Ouais mais il y en constructif a et pas tellement. juste dire, ben voilà. Enfin, Moi j'aime pas. Ça c'est terrible. Les gens ah moi j'aime pas ça. Ben oui mais pourquoi t'aimes pas? ouais, non, mais voilà, c'est pour ça. Il y a toujours une raison. Donc, Et voilà. Et voilà, écoutez les bons conseils, pas les conseils de. Voilà, pas les conseils qui en valent pas la peine. ok. Bon. Et pas critiquer. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ouais, mais voilà, après il y avait une question là, juste parce que tu as parlé de YouTube. Normalement, je la pose. C'est vrai que là, je l'ai zappé, mais bon, tu as répondu par rapport à YouTube parce que c'est le débat sans fin. Mais voilà, et puis est-ce que tu as. Après, je pense que sincèrement, tu vois, moi je trouve que le travail qu'a fait Fabien Olicard sur YouTube, avec son mental vlog, j'ai trouvé ça super. Et franchement, je dis un grand bravo à Fabien là-dessus. Voilà. Après, d'autres chaînes YouTube, je dis pas super. Ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Donc, ça, Euh, c'est pas évident. Et sincèrement, c'est pas évident pour les jeunes de savoir, en fait,
où aller, quoi voir, c'est pas évident. Puis des fois, dans certains magasins de magie, les jeunes ne sont pas forcément non plus bien accueillis. Tu vois, ils sont un peu pris de haut, etc. C'est dommage. Et je trouve que les clubs sont pas comme avant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, déjà, il fallait un parrain pour entrer dans un club, et un vrai parrain. Tu avais un examen de passage, pas un examen de passage pour la face, c'était déjà un examen de passage pour rentrer dans le club. Voilà, tu avais deux, trois petites choses et on t'accompagnait réellement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que. Alors, je parle pas en généralité, hein, il y a des clubs, je pense, qui font très bien leur travail, mais certains clubs ne font pas bien leur travail dans l'accompagnement des jeunes. Et ça, je trouve que c'est un peu regrettable. Ouais. Ok, le message est passé. C'était pour le côté critique et langue de pute. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Tu veux parler de quelque chose ou c'est libre? Le mot de la fin. Enfin, Hein? non, bah écoute, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je tenais à te remercier d'avoir pensé à moi pour cette interview. Donc voilà, après, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Ouais. Donc voilà, après, ouais, donc, j'ai pas de. J'ai rien qui me vient comme ça. Ok. Mais voilà, après, voilà. Il faut aimer ce qu'on fait, et je pense que c'est le plus important, et prendre un max de plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que là, on a tout aimé. Ouais. Alors j'espère que cette interview vous a plu. Vous avez les commentaires si jamais vous avez des questions. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bonne magie. Ciao.